On fait son cinéma. Prise pub. Tom et Gemma, un jeune couple, veulent acheter une maison. Ils décident de se rendre dans une nouvelle agence immobilière dans laquelle ils rencontrent Martin, agent immobilier. C'est une joie de vous connaître. Il les convainc de visiter une maison dans un lotissement qui, selon lui, va se vendre très vite et à un prix défiant toute concurrence. Si vous voulez, on peut aller le voir. En somme, une occasion à ne pas manquer. Il les conduit là-bas. Le numéro 9. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Non, pas encore. La chambre principale. Et les abandonne pendant la visite. Martin? Eh oh! Sa voiture n'est plus là. Il se retrouve seul, mais alors qu'il tente de quitter le lotissement, Regarde, encore le numéro 9. il tourne en rond et se retrouve coincé. Bordel de merde. Je crois qu'on devrait prendre à gauche. S'ils veulent retrouver leur liberté, ils doivent élever un bébé laissé dans un carton devant leur maison. Le début d'un cauchemar interminable. Le film a été réalisé par Lorcan Finnegan et est sorti en mars 2020. Il s'agit du second long métrage du réalisateur, le premier étant Without Name, qui a été projeté au TIFF en 2016. Et avant de réaliser Vivarium, il a réalisé 2 courts-métrages, Foxes et Defaced. On voit déjà les thématiques qu'il abordera ensuite dans le long métrage, avec notamment des personnages qui sont prisonniers. Dans Foxes comme dans Vivarium, ils sont piégés dans le lotissement dans lequel ils habitent. Et dans Defaced, les personnages sont prisonniers des affiches publicitaires qui font la promotion d'une banque et dont le slogan est « Réussissez votre vie, faites un emprunt ». Si les courts-métrages vous intéressent, vous pourrez trouver les liens dans la description. Il s'est également inspiré d'une scène du film The Witches qui a marqué le réalisateur. Il s'agit de la scène dans laquelle une grand-mère raconte à son petit-fils comment les sorcières s'y prennent pour enlever des enfants avant de les coincer dans un tableau, à l'intérieur duquel une petite fille y a passé sa vie, puisqu'elle grandissait et vieillissait à vue d'œil dans le tableau. Il a aussi trouvé une source d'inspiration dans les films Chansons du deuxième étage et Un pigeon perché sur une branche philosophée sur l'existence de Roy Anderson. Vivarium a été sélectionné dans 3 festivals. Le festival du film fantastique de Gérard Arner avec 5 nominations, le Grand Prix, le prix du jury jeune, le prix de la critique et le prix du public, le festival Étrange Festival avec lequel il a eu un prix, le Grand Prix Nouveau Genre et le festival de Cannes pour la Semaine internationale de la critique, dans lequel il a eu 3 nominations prix SACD. Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation et le Grand Prix Nespresso, et il a décroché le prix de la Fondation Gand à la diffusion. Dans le film, on retrouve les acteurs Jesse Eisenberg, qui interprète Tom, Imogen Potts, Gemma, ou encore Jonathan Harris, qui est Martin, ainsi que Ena Hardwick et Senan Jennings, qui interprètent tous deux l'enfant, aka Martin Bis. Alors, avant de commencer à proprement parler l'analyse du film, je vais vous demander de faire quelque chose. Je vous demande de laisser votre côté terre à terre à côté de vous. Juste là. Ce film est un mélange d'absurde et de surréalisme. Et même si ce genre permet dans un second temps de révéler le côté réel, la vie que nous vivons, il faut passer la première étape qui est l'absurde. C'est bon, vous l'avez mis de côté, maintenant on peut y aller. Voici les premières images du film. Vous me direz que ce n'est pas très surréaliste. C'est même carrément réel. Au début, on se dit qu'ils sont mignons, ces petits oiseaux. Et puis, ils se retrouvent éjectés du nid, et un autre oiseau prend leur place et leur bouffe. Et ça, c'est vraiment inadmissible. Cet oiseau est un coucou. Le coucou, que l'on appelle aussi le voleur de nid, a sa propre méthode de nidification. Wow! On fait pas un exposé sur le coucou là, on se reconcentre. Il s'avère que le choix de cet oiseau pour la narration est très significatif et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. La femelle coucou ne fait pas de nid. Non. Elle va dans le nid d'un autre oiseau, elle pond son œuf, après avoir gobé le bébé de l'autre oiseau, le faisant alors passer pour son propre petit. Il va alors vivre comme un parasite. Exactement comme le bébé que Tom et Gemma vont devoir élever pour être libérés. Finalement, ça ressemble beaucoup à notre système sociétal qui prône la compétition entre les êtres. Avec les premières images, on a un indice de ce que les personnages vont vivre. Et lorsque Gemma est interpellée par la petite fille à la sortie de l'école, qui voit les 2 petits oiseaux morts dans l'herbe, Gemma est comme la fillette, un peu triste, voire interloquée. Parce que, même si c'est la nature et qu'elle est cruelle, elle et Tom vont avoir envie de faire bien pire que la nature. En effet, le bébé qu'ils doivent élever et qui vieillit à vitesse grand V s'avère être de pire en pire au fur et à mesure qu'il grandit. Capricieux et cruel avec une pincée de psychopathie. Je sais pas si c'est français. Tom va tenter de tuer l'enfant tandis que Gemma, avec ses états d'âme, va l'en empêcher. Un geste qu'elle regrettera plus tard car il leur vole leur énergie vitale. Le film parle aussi du rapport aux parents. L'enfant et le modèle qu'il prône est quelque chose qu'il a vu dans le règne animal.
mal. C'est la mère des moineaux qui, ne se rendant pas compte qu'un de ses œufs a été remplacé, s'occupe du nouveau petit comme s'il était le sien. Du coup, l'enfant pense que c'est le modèle normal qui s'applique à tous. Mais ce que le réalisateur nous montre, c'est que finalement, malgré ce que beaucoup de gens disent, à savoir que nous, êtres humains, sommes des animaux et qui n'est véritablement qu'une excuse pour justifier des comportements douteux, et c'est une insulte envers les animaux. Gemma dira au gamin qu'elle n'est pas sa mère, et ce du début à la fin. Il y a donc bien quelque chose qui nous distingue des animaux, c'est la conscience. Enfin, normalement. S'il y a bien un point indéniable dans ce film, c'est la forte présence et importance de l'image. Elle permet à la fois d'asseoir une ambiance, mais surtout, elle participe à véhiculer du sens dans l'histoire et le message que le réalisateur veut nous faire passer. Pour cela, ce dernier a usé de nombreuses références. Cinématographique, comme on l'a vu plus tôt, mais aussi et surtout pictural, tout comme pour son choix des couleurs. La première chose à noter, c'est la composition des images pour lesquelles rien n'a été laissé au hasard. Le début est plutôt terre à terre, voire réaliste, avec les oiseaux ou encore le cours avec les enfants. Mais dès que les personnages rencontrent Martin, un changement commence clairement à se faire sentir. Et c'est comme si petit à petit, l'étau sur Tom et Gemma se resserre et les enferme dans un tableau vivant. Revenons d'abord un petit peu en arrière, lorsqu'ils arrivent dans le lotissement pour visiter la maison. Rien d'étrange. Mais regardez bien cette image. Les nuages sont figés, complètement blancs et uniformes. Et lorsque Martin abandonne le couple à leur sort, voici comment les nuages deviennent. Comme sur le tableau, ils sont immobiles, uniformes et donc parfaitement ennuyeux. Entre les nuages et la manière dont sont représentées les maisons, on ne peut pas s'empêcher de penser au tableau de Magritte, en particulier l'Empire de la Lumière, ou encore la décalcomanie pour les nuages, mais aussi la représentation du personnage de Martin, surtout dans le dernier plan du film quand il est de dos. Et enfin, le réalisateur semble aussi faire référence au tableau Le Cri de Munch. Le corps de Gemma à la fin du film semble se tordre et se décomposer comme sur le tableau. Le réalisateur va même jusqu'à donner un son à ce cri, dont on ne sait pas s'il est humain, extraterrestre ou robotique. On le sait bien, les couleurs dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, permettent de véhiculer du sens, voire des émotions. Dans le film, chaque pièce de la maison possède une couleur différente, avec d'ailleurs une manière bien genrée dans leur choix. Ce qui, soit dit en passant, nous donne un indice de la suite de l'histoire, et ce, dès le début du film. Au fur et à mesure de l'avancée du film, les couleurs semblent même déteindre sur les personnages et leurs vêtements. Les couleurs sont pastel et presque délavées, tout comme l'extérieur des maisons, couleur vermante, qui nous laisse une sensation d'étrangeté, voire de malaise. D'ailleurs, voici ce que Lorcan Finnegan dit à leur propos. Dans la nature, le vert peut procurer un sentiment de liberté, car on pense au pâturage verdoyant, si plein de vie. Mais dès qu'on l'éclaircit un peu et qu'on le plaque sur des façades de maisons dans un environnement où il n'y a pas de nature, il commence à ressembler à du poison. Il a un côté toxique, qui évoque des institutions comme les écoles ou les hôpitaux. Vivarium, c'est un peu Alice au pays des cauchemars qui s'est perdue dans le labyrinthe de Thésée dans le royaume des lotissements flippants. Comme pour Alice, les personnages se retrouvent dans un monde qui n'a d'apparence pas beaucoup de sens et qui pourtant révèle les travers de notre société et la critique. En premier, il y a les personnages. Gemma et Tom sont au début du film le cliché de ce à quoi nous devons tendre en tant qu'individus dans notre société. Pour être heureux, il nous faut une jolie maison, à prendre avec un joli crédit, et ce, avant d'avoir des enfants, et ensuite de mourir. Je schématise bien sûr, mais c'est pas faux. Ils commencent d'abord par tourner en rond au milieu des lotissements qui sont tous les mêmes. Gemma et Tom, ça les fait un peu flipper, et ils voient bien que quelque chose ne tourne pourtant pas rond, d'autant plus qu'ils finissent toujours par se retrouver devant la maison numéro 9. Quand ils décident de se reposer et de casser la croûte, ils se rendent compte que le champagne et les fraises n'ont pas de goût. En même temps, c'est un peu ça l'uniformité. Quand tout le monde se ressemble, aime et déteste les mêmes choses et pense pareil, plus rien n'a vraiment de saveur. Alors, pour la faire en accéléré, ils essaient encore de s'enfuir de cet enfer, brûlent la maison, s'endorment et lorsqu'ils se réveillent, ils ont droit à un cadeau. Un bébé dans un carton qu'ils doivent éduquer avant d'être libérés et la maison est comme neuve. Ils se retrouvent alors à nourrir cette chose, pour reprendre leur terme, qui grandit plus vite que la vitesse de l'éclair et dont le comportement imitatif intrusif est étrange et perturbant. Les deux personnages sont alors embourbés dans cette espèce de sable mouvant dans lequel plus ils se débattent et plus ils creusent littéralement leur propre tombe. C'est ce que fait Tom d'ailleurs qui passe plus de la moitié du film à creuser. Tout cela pour être balancé dans ce même trou. Gemma vit un peu la même chose juste après. Le manque d'humanité du garçon qui jette le corps de Tom dans le trou agit sur elle comme un électrochoc. Elle décide alors de se rebeller. C'est là qu'elle devient Alice et suit le lapin blanc dans le terrier. Et là, elle se rend compte non seulement qu'elle et Tom n'étaient pas les seuls à vivre ce calvaire, mais qu'en plus, ils vivaient tous la même situation de manière superposée. C'est un peu comme s'ils vivaient jusqu'ici dans des univers parallèles sans jamais se rencontrer. Dans le même endroit, la même maison, mais jamais ensemble. C'est comme notre société hyper connectée mais finalement extrêmement seule.
Parlons un peu du personnage de Martin. On ne le voit qu'au début et à la fin du film, cependant, il nous laisse une impression mémorable. Il est la boucle du film. C'est Martin qui est la personnification même de notre société de consommation, puisqu'il est lui-même consommable. Mais on va dire remplaçable, ce sera peut-être plus politiquement correct. C'est un véritable robot dont la seule mission est de vendre des maisons, toujours plus de maisons. Somme toute, il doit faire du chiffre. Et il est plus simple de se conformer à la demande plutôt que de réfléchir et de se remettre en question. C'est ce que Gemma et Tom ont essayé de faire chacun à leur manière, et ça ne leur a pas vraiment réussi d'ailleurs. La différence, c'est que lui accepte le schéma puisqu'il meurt et que le garçon que le couple a élevé va prendre sa place en reprenant la place de Martin, devenant le nouveau Martin. On aurait aussi bien pu l'appeler Smith. Martin nous montre à quel point aujourd'hui le plus important est le conformisme et l'uniformité, qu'il faut rentrer dans le moule. Ça ne nous rend pas forcément heureux, mais ça donne un semblant de cadre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vivarium a été un véritable coup de cœur. C'est un film qui, malgré sa complexité apparente, possède tout ce dont un bon film a besoin. Une histoire avec un message précis et engagé, et par rapport à beaucoup de films, c'est déjà énorme. Mais en plus, la réalisation et la technique est superbement maîtrisée. L'image est magnifique et le film me tient en haleine jusqu'à la fin, jusqu'à la reprise du cycle. Vous l'aurez compris, ce film, je vous le recommande. Et je vous recommande aussi de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres vidéos que je vous prépare. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.